d'un coup, il y a eu, boum, une petite sphère qui a été créée à côté du cinéma, qui est montage internet. J'ai l'impression qu'on rejoint un peu la branche télé, mais qu'en même temps, on vient pas la rejoindre, on vient se rejoindre. Ah, c'est quoi cette question? Tu peux pas définir ce que c'est un bon montage vidéo à partir du moment où il y a autant de formats qui existent. L'important, c'est pas de savoir faire ce texte et cette explosion qui est waouh. L'important, c'est de savoir le faire pour qu'au moment où c'est important de le faire, tu le fais. Et là, je vais loin, très loin. Les plus riches, c'est les plus gros rats, et les plus pauvres, c'est ceux qui vont le plus te donner. Viens, on crée de bons monteurs et on fait une formation, toi et moi. J'étais en mode, bah vas-y, je la crée, ensuite je la balance, tout tourne quoi. L'argent arrive. En fait, non. On m'a demandé la formation juste pour pouvoir faire de l'argent. Je leur ai donné ma formation, ils ont jamais continué, ils ont dit c'était trop dur. La vraie bonne raison de se lancer, c'est de vouloir faire de la vidéo. J'évite de dire, tu gagneras 4000 € par mois, tu voyageras à Bali, à toi le mot liberté. Et le jet privé quand même. Quelle est la suite d'Editing Plus? Qu'est-ce que j'ai le droit de révéler ou pas? Je te donne une exclue. J'aimerais sortir une formation sur un autre sujet. Écoute, je vais te répondre là droit dans les yeux. Les IA me cassent les couilles. La moitié n'utilisent quasiment pas d'IA. Après, il y a des dingueries quand même. Alors, je me vois pas monteur vidéo, je me vois plus que ça. J'aimerais avoir une toute petite communauté, genre 50 000 abonnés, c'est mon objectif. Et j'aime bien me dire en vidéo, si ça arrive, je pourrais prendre tous les passages où je l'ai dit, je pourrais dire, les gars, je l'ai fait. Je sais jamais comment introduire les podcasts. Bah, ça sera ça l'intro. Voilà, je viens de le faire. Bienvenue, bonjour Armand. Bonjour. Bonjour, ça fait quelques heures qu'on est ensemble et on se redit bonjour. C'est ça. Tu vas bien? Bah, comme tout à l'heure. Hein. Il y aura un peu différentes parties, on va découper ça en 3 parties. Une partie un peu montage, une partie un peu formation, une partie un peu autre, et une partie bonus que tu verras. Ma première question, c'est tout simple, c'est une question banale, mais juste, est-ce que tu peux peut-être brièvement te présenter vraiment... Le but, c'est pas d'y passer 20 minutes, parce que je sais que beaucoup vont te connaître, mais dans le cas où certains ne te connaîtront pas, qui tu es brièvement et ce que mais là, tu viens de dire un truc qui est très important, le but, c'est pas y passer 20 minutes. Oui. À se présenter. Bah ça, c'est très dur pour moi. C'est un exercice. C'est un exercice d'être concis. Suivant comment tu vas répondre, je cutterai plus ou moins. non. Ok. Je m'appelle Armand. Okay. J'ai 23 ans et je suis monteur vidéo depuis mes 17 ans. Et je suis dans la création vidéo depuis mes 11 ans. Et je suis monteur pour vidéastes sur Internet, pour influenceurs, tout ce qui est de la création de contenu sur Internet en général. Je suis aussi créateur de contenu. Et depuis 1 an, je suis aussi formateur dans le montage vidéo. Ah si. Je suis directeur artistique de la Terrain Design. Allez, ça c'est moi. Dis-moi qu'on va aborder le sujet. Oui. Non. Non? En vrai, non. Oh, dommage. Non, on va pas vraiment aborder le sujet, mais il y aura un petit truc quand même en rapport avec ça, tu verras. Du coup, ouais, très, très vrai, en final, t'as réussi. Toi, soit c'est trop, soit c'est vite fait, mais c'est bien. Ouais. On va pouvoir avancer. Tu voulais rajouter autre chose ou... Non, il n'y a rien à rajouter. Non, en vrai, j'ai tout dit. Voilà, donc ceux qui ne connaissaient pas Armand, j'espère que maintenant vous voyez un peu plus qui il est. Et du coup, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet pour encore plus égayer ce que tu viens de dire. La première question que je voulais te poser, quelle est ta relation un peu avec le montage vidéo? Dans ta vie perso, je sais pas, mais globalement, c'est quoi ta relation avec le montage vidéo aujourd'hui? Avant, c'était une relation passionnelle. Et aujourd'hui, c'est devenu un aspect très... forcément, avec les années, hein, quand on fait ton métier, c'est devenu un aspect très, du coup, business. Il y a toujours la passion, mais c'est toujours... Enfin, il y a eu un côté gros business qui s'est rajouté dessus. Enfin, voilà, quoi. Il faut avoir des clients, il faut faire du chiffre d'affaires et tout. Et maintenant, ma relation, je trouve qu'avec le montage vidéo, est plus une relation avec le montage... Enfin, la vidéo en général, quoi. J'embrasse tout le côté vidéo et c'est plus que le côté montage. Tu globalises un peu plus le domaine, quoi. Voilà, j'ai commencé par le montage parce que je kiffe le montage et ça reste ma partie préférée du montage. Ça reste une partie où tu peux créer, où tu peux remasterer, enfin remodifier l'histoire, la remanier comme tu le veux. Ça reste ma partie préférée. Mais maintenant que je touche un peu avec ma création de contenu aux autres domaines, j'avais déjà touché, hein, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai commencé la création vidéo depuis mes 11 ans. Mais là, retoucher un peu à ce domaine avec mes compétences en montage vidéo et ce que j'ai appris dans tout ce qui est cadrage et script en étant proche d'influenceurs qui eux aussi créent des vidéos, et avec mes nouvelles compétences, je redécouvre ce que c'est la création de contenu. Du coup, ma relation avec le montage vidéo, c'est difficile de la définir autrement que par... j'ai pas une relation avec le montage vidéo, j'ai une vraie relation avec la vidéo. Mais c'est bien, ça montre que ça évolue et que la relation que tu avais peut-être avec le montage il y a quelques années n'est plus la même aujourd'hui, elle sera peut-être pas la même dans quelques années, quelques mois. Mais ça continue. Si je dois un peu vite fait raconter ma vie, mais vite fait. Hein. J'ai commencé le montage vidéo parce que je kiffais tout ce qui est trailer, trailer de films, etc. C'est vraiment ça qui m'a fait... Ça se ressent d'ailleurs dans certains de tes montages perso, au niveau de la musique, du rythme et tout. Je sais que là, récemment, enfin, au moment où on tourne cette vidéo-là, je suis en train de monter mon 2e documentaire. Et je sais qu'il y a les 14 premières minutes qui sont prêtes. Et moi, j'ai pas envie de montrer les 14 premières minutes aux gens. J'ai envie de montrer l'intro, qui fait très thriller, parce qu'il y a une musique, il y a un truc, ça envoie.
Et du coup, ouais, bah, je sais que je sais pas, cette petite flamme qui a allumé ma passion pour le montage vidéo, bah, elle est toujours là, et je sais que je vois toujours montage vidéo comme trailer épique, même si évidemment je fais plein d'autres choses dans le montage, mais ça reste quand même, je vois que ça reste quand même ça en globalité. Moi, ça me parle, j'en faisais aussi, quand je faisais un peu de montage, c'était un peu le truc que je kiffais, faire des trailers, etc. Le côté musique un peu épique et tout, ouais. avec les plans. Il y en a peut-être qui se reconnaîtront là-dessus. Je pense qu'il y en a qui ont dû commencer aussi peut-être un peu sur des montages de ce calibre-là, un peu peut-être aussi highlight. Ça rejoint un petit peu les trailers dans le mood un petit peu, je trouve. En fait, je trouve que l'émotion de l'épique est plus facile à retranscrire qu'une émotion de tristesse. Une émotion de tristesse, tu peux mettre une musique triste et du noir et blanc tout de suite. Je te rajoute du montage. Mais on peut, mais pour toucher le spectateur derrière, ça sera plus compliqué. Alors que l'épicness, tout le côté épique, le côté grandiose, je trouve que c'est pas difficile en fait. Je trouve, personnellement. C'est pas difficile, il faut un truc qui bouge, une musique qui bouge, et t'as directement un truc qui t'emporte en fait. C'est plus facile d'être motivé que d'être triste ou joyeux pour une personne dans une vidéo. Je sais que j'avais un truc qui t'est venu dans ma tête, mais qui repart. Peut-être ça reviendra. Comment toi tu vois un petit peu l'évolution du montage, que ça soit un petit peu dans les dernières années, là où il est aujourd'hui et même un peu sur la suite? Comment globalement en fait tu le vois évoluer toi aujourd'hui le domaine? Moi je trouve qu'il y a eu le domaine du montage en général. Moi évidemment au début on coupait les bandes, on les recollait, ça ensuite c'est devenu électronique, la télé, le cinéma. Et ensuite d'un coup il y a eu, comme ça, boum, une petite sphère qui a été créée à côté du cinéma, qui est le montage internet, qui a eu ses propres codes. Petit à petit, moi je me rends compte de par mon expérience et par d'autres monteurs qui sont passés par le même parcours que moi, c'est-à-dire on va vouloir d'un coup mettre plein d'effets, plein de visuels, du dynamisme, et en fait petit à petit on va commencer à en mettre moins, on va commencer à mettre le plus utile, etc., voire des fois ne plus en mettre du tout. Et ben j'ai l'impression qu'on rejoint un peu la branche télé, quoi, mais qu'en même temps, enfin télé et cinéma, ça se rapproche. Mais qu'en même temps, on vient pas la rejoindre, on vient se rejoindre. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que du coup, en fait, cette petite boule qui a été créée, ce nouveau chemin qui a été créé, a apporté de nouvelles possibilités aussi pour les monteurs télé. Moi, je vois beaucoup d'émissions de télé. J'ai beaucoup de retours aussi d'émissions de télé qui prennent de vrais codes de YouTube. Et puis dernièrement, avec des mèmes et tout, quoi. On est pile dedans, alors on tourne. Je sais pas si t'as regardé Dalcy. Non, j'ai pas regardé, mais j'ai vu. C'est une coproduction TF1 YouTube. J'ai regardé un petit peu. On ressent le côté télé, mais on ressent aussi un peu le côté Internet. Et je trouve que c'est bien. Je sais pas si ça évoluera beaucoup dans les prochaines années et si on va arriver à des coproductions de plus en plus folles. Mais je trouve ça intéressant, comme tu disais, il y a la bulle Internet, la bulle télé, et on commence à arriver dans un truc où les deux arrivent à collaborer ensemble. Et du coup, on a un vrai truc entre le côté vraiment prod de la télé qui sont là depuis des années et qui savent amener cette partie-là, cette expertise, et côté Internet qui ramène sa fraîcheur et ce que le public attend et ce que le public ne trouve pas en fait dans les émissions de télé. Et le classiques. naturel aussi un peu. C'est ça. Un peu de naturel. Le naturel et la liberté peut-être de créer des choses dessus. Et du coup voilà, maintenant on est habitué nous en tant que monteurs sur Internet à avoir des gros projets avec 4, 5, 8 cams, 12 micros. Alors qu'avant, non, c'était vraiment un mec qui tenait sa caméra à bout de bras dans les rues de Lyon et qui disait aujourd'hui, je vais prendre tous les métros de Lyon, et avec une seule caméra, tu vois. Maintenant, s'il faut, il a un cadreur, il a des GoPro dans le métro. Même nous, avec le petit setup là, on a déjà 3 cams de micro. Tac, tac, tac. Donc ouais, ça se professionnalise de fou. Donc voilà, c'est comme ça que je vois le montage vidéo de nos jours. Pour toi, c'est quoi qui définirait c'est peut-être très subjectif, ça dépend peut-être de chacun, mais c'est quoi qui définirait un bon montage vidéo? Tu vois une vidéo, tu te dis à quelle fréquence c'est un bon montage ou pas? Pour toi, c'est très subjectif. C'est très subjectif. Ouais, mais elle est très dure. Elle est dure. En fait, tu peux pas définir ce que c'est un bon montage vidéo à partir du moment où il y a autant de formats qui existent. C'est comme si tu me dirais qu'est-ce que ça serait un bon film. Mais ça peut être une réponse. De dire justement il n'y a pas de bonne réponse. Pour moi, c'est un peu ça. Parce que là, si je te pose la question, qu'est-ce qu'un bon film? C'est un film qui, moi, va me plaire, qui fait ressortir des émotions, qui touche. Là, c'est la première réponse que j'ai eue en tête, et je suis d'accord. Moi, je pense que à partir du moment où l'histoire te touche, même du divertissement, hein, l'émotion de rire, l'émotion de joie, c'est une émotion. T'es pas obligé d'être transporté dans de l'épicness, on en parlait, de la tristesse, on en parlait, t'es pas obligé. Pour moi, à partir du moment où ton histoire véhicule une émotion et que tu fais transmettre une émotion au spectateur, c'est bon. Et en plus, si tu arrives à donner une morale ou un message, c'est encore meilleur. Ouais. L'Odyssée d'Homère, ça transporte des émotions. Et en fait, tout transporte des émotions, toutes les œuvres transmettent des émotions, et on se transmet des histoires depuis longtemps. Et là, je vais loin. Très loin, juste pour cette question de définir le montage vidéo. Mais pour moi, c'est ça. Donc en fait, à partir du moment où tu arrives à transmettre une émotion dans ton montage, c'est que c'est bon. Par exemple, le mec peut être super bon, il peut faire du motion design, il peut mettre des effets de partout. Si son montage, il va dans tous les sens et on sait pas trop vers quoi on est, bah... Donc c'est pas seulement avoir les compétences, mais c'est aussi savoir
bien les faire matcher entre elles pour qu'au global, il y ait quelque chose qui fasse ressortir une émotion, un truc, quoi. Bon, on en parlera peut-être, mais j'ai une formation dans laquelle j'essaye d'apprendre que... On en parlera, oui. On en parlera. J'essaye d'apprendre que... En fait, j'essaye de donner toutes les techniques et je leur dis, les gars, l'important, c'est pas... je leur dis vraiment ça, je leur dis, les gars, venez, approchez. Non, je leur dis, les gars, l'important, c'est pas de savoir faire ce texte et cette explosion qui est waouh. L'important, c'est de savoir le faire pour qu'au moment où c'est important de le faire, tu le fais. Il faut, pour un monteur vidéo, d'apprendre toutes les techniques, enfin toutes. Apprendre un maximum de palettes, pouvoir mettre du noir et blanc, pouvoir mettre une reverb, pouvoir mettre une musique triste, pouvoir jouer avec les bruitages pour mettre des émotions. C'est tout bête, mais un riser. Est-ce qu'on peut mettre un exemple de riser là à l'audio? On peut. Voilà, donc ça fait monter la tension. Ça nous fait dire que quelque chose arrive. Et donc du coup, à partir du moment où on va bien savoir l'utiliser, enfin, faut pas l'utiliser partout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, pour moi, un bon montage vidéo, c'est pouvoir utiliser les techniques au bon endroit pour véhiculer le bon message et la bonne émotion. Et ça passe naturellement par l'expérience, le fait de faire plein de projets, j'imagine. Ouais. Et tester. Et surtout faire n'importe quoi. Au début, tu vas faire n'importe quoi, tu vas dire, oh, je vais rajouter ça. Non, mais moi, il y a des fois, je me rappelle dans des très anciennes vidéos à moi, j'ai mis des effets, peut-être je te passerai un passage, mais... Qu'on pourrait rajouter ici. Ouais, qu'on pourrait rajouter à l'écran au moment où j'en parle, mais c'était Attention à ce que tu dis, je vais t'envoyer un WhatsApp quand je serai sur le montage. Je vais vraiment te l'envoyer. C'est un passage où, en gros, il y avait des textes qui étaient à l'écran pour un peu mettre, je sais pas, le générique ou quoi, je sais plus exactement. Ouais, c'était épisode 5. C'est parce que c'était une web-série, épisode 5, et je sais pas pourquoi je fais grossir le texte sans aucune raison. Et genre, c'est juste ridicule, mais juste, je testais des choses, j'étais en mode, oh, je peux faire grossir le texte seulement auteur. Les débuts, c'est fou ça. Et donc, du coup, vraiment, t'as vraiment mon texte qui, en auteur, grossit d'un coup, sans aucune raison. C'est même pas en échelle de partout. Si, et enfin, il s'approche, mais il grossit aussi sans aucune raison, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Mais c'est ça qui est beau aussi. Tu testes, oui. C'est la dernière question un peu que je voulais te poser sur la partie montage vidéo. Enfin, je pense que ça va être un peu la dernière. Pareil, c'est un truc un peu bateau, mais en plus, tu as une formation, on va revenir dessus, donc je pense que tu es encore plus légitime de répondre à cette question, même si elle est très généraliste. C'est quoi, toi, un peu le conseil que tu donnerais à un jeune qui, au-delà d'acheter ta formation... Non, par pitié, non. Oui. Tu m'as donné toutes les questions. Quel conseil tu donnerais en fait à un jeune aujourd'hui qui veut se lancer dans le montage vidéo vraiment? C'est ce qu'il veut faire. C'est quoi le conseil que tu donnerais? Imaginons, il est à l'école et il sait pas trop comment s'y prendre, mais c'est ce qu'il veut faire. Aimer la vidéo. Pas se lancer parce que... En fait, il y a plein de raisons de se lancer et la vraie bonne raison de se lancer, c'est de vouloir faire de la vidéo. Je vais pas mentir, quand je me suis lancé en tant que monteur, c'était pour être proche des youtubeurs. Ouais, j'étais fan. Je pense que beaucoup, on a eu un peu ce truc-là. Mais surtout parce que moi, mes créations ne marchaient pas. Non, mais c'est vrai. Ouais, mes créations ne marchaient pas. Et je voulais rester dans la vidéo. Et de par mon parcours scolaire, je ne pouvais pas, et de par le fait que j'ai pas beaucoup travaillé en cours, je ne pouvais pas aller en école d'audiovisuel. Pour plein de raisons aussi, même les écoles privées, c'était pas possible, etc. Et du coup, j'ai cherché un moyen de rester dans l'audiovisuel coûte que coûte. Heureusement, la partie du montage, c'était ma partie préférée. Donc je suis devenu monteur vidéo, mais aujourd'hui, si un monteur vidéo n'aime pas ce qu'il fait, ou n'est pas, on va dire, au moins dans une bonne situation, ou au moins dans un moment où il est bien dans ses baskets, ça va pas marcher. J'ai formé quelqu'un. Alors j'ai une formation en ligne, mais je forme aussi. Je prends des coachings, soit privés, soit des mentorats avec un suivi et tout. J'avais pris un mentorat avec une personne qui, en réalité, n'était pas dans une bonne phase de vie. Et en fait, ce qui faisait qu'on n'avançait pas. On n'arrivait pas à avancer, parce que cette personne était soit pas motivée par la vidéo et faisait ça pour l'argent, soit n'était pas dans une bonne phase de vie. Je n'ai jamais su savoir si c'était quoi entre les deux, mais dans tous les cas, moi, du coup, je pouvais pas faire mieux, parce que si t'es pas passionné, ou alors que t'es passionné, mais que t'es pas dans une bonne phase de vie, t'es en dépression, ou je sais pas, une bêtise, mais un truc où t'es pas dans une bonne phase de vie, s'améliorer et se lancer dans le montage vidéo, ça va être dur, c'est pas la solution. Ouais, bah oui, ok. Donc en gros, quand je dis aimer la vidéo, c'est vraiment... En sens très large. Je dis pas qu'il faut être passionné, tu vois. Moi, je suis pas un grand fada des caméras. Il y en a qui sont des fadas des caméras, ils veulent savoir tous les specs, ils kiffent faire des plans et tout. Moi, je kiffe faire des vidéos, mais je suis pas un gros fada des plans et tout, tu vois, de la réal. Et pourtant, ça m'empêche pas d'en faire et de kiffer un peu. Je dis pas qu'il faut être un fada du montage et dire « ouais, je veux passer toutes mes nuits ». Mais je dis qu'il faut quand même un minimum aimer ça et pas le faire pour le faire. J'ai des membres de ma famille qui m'ont demandé la formation juste pour pouvoir faire de l'argent. Je leur ai donné ma formation, ils ont jamais avancé, ils ont jamais continué, ils ont
dit c'était trop dur. Non, c'est pas trop dur, c'est juste que bah, t'es pas motivé, c'est pas ta passion, c'est pas ton domaine. Enfin voilà, faut se lancer pour la bonne raison, quoi. Bah, surtout en fait dans des métiers créatifs, je trouve que c'est encore plus ton discours il est encore plus intéressant parce que là où par exemple dans d'autres métiers tu pourrais dire ok là je le fais quand même un petit peu pour l'argent. Bah, je sais pas en fait le domaine créatif, je trouve qu'il faut quand même si tu le fais que pour l'argent, au bout d'un moment je pense naturellement ça va s'arrêter quoi. Il faut avoir un minimum ce truc, d'avoir envie de transmettre des émotions. On revient à ce que tu disais tout à l'heure, à créer quelque chose et ça peut pas passer que par la motivation de l'argent. Oui, voilà. Je pense que c'est pas possible. Passons à la partie 2. Alors passons à la partie 2, mais juste avant, je voulais te proposer un petit jeu que j'avais fait aussi dans l'autre podcast. Ah ouais? Oui. J'ai pas écouté. Un petit, bah, ça garde un peu de surprise, mais du coup je suis un peu déçu quand même. Non mais c'est un petit jeu qui Attends, est... c'est dans ma liste à regarder plus tard. Ok. Bon, tu sais, comme moi, que ma liste, elle est longue de 200 vidéos. Alors, on fait quelque chose. Mais au bout d'un moment, elle sera... Si c'est dans ta liste, le temps que le podcast sort, si tu l'as vu entre-temps, tu mets un petit commentaire en mode j'ai vu le précédent podcast. Et du coup, c'est un petit jeu inspiré de ce que fait Hugo Décrypte dans ses interviews. Donc lui, il pose des questions en 60 secondes et il faut répondre par oui ou par non. C'est un peu le même délire, sauf qu'on va pas s'imposer 60 secondes. Mais l'idée, c'est, comme on n'aura pas le temps de traiter de tout, j'ai des petites questions voilà, que je vais te poser en vrac, qui sont plus des questions secondaires. Et je te laisse me répondre le plus... C'est oui ou par non? C'est oui ou non, ou très 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 court. Quoi. Faut pas ouais. En fait, on va pas développer, donc c'est oui ou non. Peut-être, sans doute, mais voilà, très court pour que les gens puissent avoir un avis sur telle ou telle question. J'ai quelques questions, est-ce que tu es prêt? Faut que je sois prêt ou prêt? Faut que tu sois prêt au carré. Et pas au mètre cube? Non. Alors, est-ce que tu es heureux professionnellement? Oui. Est-ce que tu es heureux personnellement? Non. Est-ce que tu as peur de l'évolution des IA? Non. Est-ce que tu as atteint la majorité de tes derniers objectifs? Non. Être devant la caméra, c'est mieux que d'être derrière? Oui. Est-ce que tu travailles en slip parfois? Non. C'est un mythe? C'est pas un mythe. Je peux être en pyjama, mais pas en slip. Est-ce que tu arrives à concilier vie pro et vie perso? C'est-dire concilier. À faire en sorte que les deux s'accordent bien tous les jours. Non. J'ai une vidéo qui sort là-dessus bientôt. Ou qui est déjà sortie. Est-ce que faire du montage, ça sert aussi d'exutoire à ces problèmes? Non, au contraire. Quand on a des problèmes, c'est encore plus dur de faire du montage. On est bloqué dans notre tête et donc du coup, c'est compliqué. Est-ce que la Taverne Design, c'est l'une des meilleures agences? Oui. Ne termine pas ta phrase, oui. C'est la plus éthique, on va dire. Okay. En termes de compétences, je ne saurais pas. Je les connais pas toutes, mais la plus éthique. Ouais, ça me fait plaisir. La plus humaine, plutôt. Ok, je prends. Si tu pouvais repartir de zéro, est-ce que tu referais les mêmes choses de la même manière? Non. Si on peut s'améliorer, si on peut faire mieux. Être créateur de contenu, c'est mieux que d'être monteur vidéo? Non. Avant-dernière question. Monter pour des gros noms, c'est forcément le mieux? Non. Tu savais que j'allais dire non. Bah, je le sais, oui. Mais c'est pour que les gens ils sachent aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui... Bon, on va pas développer, mais et qui malheureusement des fois se rendent compte que c'est pas les gros noms qui font les meilleurs prestats. Big Flo et Oli l'ont dit dans une chanson, c'est surtout Oli qui le dit, que en gros, globalement, le message c'est que les plus riches sont c'est les plus gros rats, quoi. C'est ceux qui vont le moins donner, et les plus pauvres, ceux qui ont le moins, c'est ceux qui vont le plus te donner. Je dis pas que c'est forcément vrai avec tous les gros créateurs, mais c'est dans cette démarche-là de... voilà, des fois, ce proverbe est très bien vrai, enfin très vrai. Je suis d'accord avec toi. Moi d'ailleurs, je bosse beaucoup, enfin, il y a beaucoup de personnes avec qui je bosse et ceux que ça se passe le mieux sont souvent des gens qui sont pas forcément les plus connus. Et le client qui m'a le mieux payé de toute ma carrière, il avait moins de 10 000 abonnés. Hein. Dernière question, est-ce que tu passes un bon moment dans ce podcast? Oui. Ok. En plus, le soleil, il revient. Oui. Est-ce que parmi ces questions, on n'est pas obligé, mais je me le suis noté, est-ce que tu veux qu'on en reprenne une pour la développer un peu plus? Pourquoi pas, mais je les ai un peu toutes oubliées. On va essayer de globaliser donc ces deux questions-là que tu veux qu'on reprenne. Donc être devant la caméra, c'est mieux que d'être derrière, et aussi être créateur de contenu, c'est mieux que d'être monteur vidéo. Il y a ce côté travailleur de l'ombre et travailleur de la lumière. Moi, je le vois, je suis assez proche de Charlie Head. Quand on marche dans la rue tous les deux, oui, évidemment, ça a l'air d'être sympa de se faire accoster. Parce que les gens, ils sont sympas, ils disent « Ah, Charlie, c'est toi et tout, je kiffe ce que tu fais. » Évidemment, moi, ça me ferait plaisir qu'on me le dise. Mais parfois, je suis content quand même que c'est pas moi qui me fasse arrêter. Et pourtant, il se fait pas arrêter tant que ça dans la rue. Tu vois, dans Paris, il marche sur une heure où on fait du métro et tout. Il se fait arrêter 3, 4 fois, 5 fois, peut-être. Ça reste ok. Ça reste encore ok. Il se fait pas arrêter tant que ça. Il se fait surtout... c'est surtout des gens qui disent « Oh, c'est le gars de TikTok et tout. » Et ça, c'est pire. Parce qu'en fait, il est catégorisé comme le gars de TikTok seulement. Enfin, le gars, c'est devenu un objet. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais moi, j'aime pas ça. Et du coup, bon, il y en a pas mal de créateurs qui en parlent sur Internet que, finalement, c'est la lumière qui est apportée et pas tout le temps bien. Et on le voit même avec des gros stars comme Stromae, Gad Elmaleh, Will Smith et tout, ils peuvent pas se balader dans la rue comme ils veulent. Donc finalement, créateur de contenu, donc être un peu connu, n'est pas forcément une bonne chose. Après, si t'es créateur de contenu mais que tu restes assez petit, et bah du coup, t'as
suffisamment les bonnes interactions qu'il faut pour que ça te fasse plaisir, mais que ça soit pas envahissant. Donc je pense que moi, mon goal, ce serait être créateur de contenu à max 200K abonnés, tu vois. Comme ça, tu te fais pas souvent arrêter dans la rue, mais quand tu le fais, ça reste suffisamment plaisant pour que tu passes un moment. Donc au final, un peu ce que tu fais à l'heure actuelle, c'est-à-dire que tu as ton activité... J'ai pas 200K. Non, t'as pas 200K. Abonnez-vous. Mais genre, tu as ton activité actuelle, et en parallèle, tu essaies de faire un peu de contenu. Donc peut-être qu'un jour, ça va prendre, et que tu seras à cette échelle naturelle, comme tu as un autre taf que la création de contenu, où tu mettras pas ton temps à 100% dedans, et donc tu auras une communauté qui reste abordable pour toi. Et puis, il y a des introvertis, des extravertis. Alors, je pense pas que c'est des cases forcément, genre en mode introverti, c'est forcément des monteurs vidéo, ou extraverti, c'est forcément des créateurs de contenu. Mais ce que je veux dire, c'est que des gens extravertis, ça sera plus simple pour eux d'être devant la cam. Moi, je le suis, donc c'est plus simple. Je suis tout foufou, je parle, je fais des blagues. Il y en a... Plus compliqué. Il y en a, c'est plus compliqué. Ils veulent être derrière parce qu'ils ont peur d'être devant, et même au contraire, ils sont juste pas à l'aise, ils aiment pas trop, ils aiment bien être dans l'ombre et remanier l'histoire au montage. Il n'y a pas forcément de mieux, quoi. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pas mieux d'être créateur de contenu. Après, est-ce que c'est mieux d'être monteur vidéo? Pas forcément, tu vois. Et pareil, créateur de contenu, tu dois gérer les OP. En fait, il y a des gens, ils aiment pas gérer la responsabilité. Ils aiment pas avoir la responsabilité sur les épaules, ils aiment bien suivre la responsabilité de quelqu'un. Et quand t'es monteur vidéo, tu suis la responsabilité. Enfin, l'influenceur a toutes les responsabilités pour toi. Moi, je le vois. Charlie, quand je monte une vidéo pour lui, si ça marche pas, c'est pour sa gueule. Ça me fait chier, évidemment. Bien sûr. Mais si ça marche pas, c'est pour sa gueule. Si l'OP la paye pas... T'as moins de poids sur les épaules, toi. Voilà, c'est ça. Moi, je sais qu'il va me payer, point, tu vois. Et en tant que monteur vidéo, du coup, des fois, ça peut alléger des gens de se dire... Clairement, la charge mentale est moins pesante. Après, c'est pas forcément nul d'être créateur de contenu, parce que de ce point de vue-là, on peut dire que c'est nul, mais... Non, mais... T'as plein de bienfaits. C'est ça, bien sûr. T'as les regards qui sont tournés vers toi, t'as des avantages. Enfin, si j'avais 50K ou 100K abonnés sur ma chaîne YouTube, on m'enverrait sûrement des stream decks gratuits, Adobe me payerait ma licence à ma place plutôt que moi je la paye parce que je ferais la promotion ou quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En gros, on m'enverrait du matériel et tout. Donc il y a des avantages quand même. Il y a aussi des avantages, c'est clair. Et le jet privé quand même. Bien sûr. Alors, du coup, on va rentrer dans la deuxième partie un peu plus ciblée sur ta formation, parce qu'on en a parlé vite fait, mais donc tu as une formation, voilà, pour pareil, ceux qui ne le savent pas. Pareil, question un peu de base que tu as peut-être déjà un peu répondu, mais ça me semblait quand même pas intéressant de la poser pour, encore une fois, les gens peut-être qui ne te connaissent pas ou pas assez. C'est quoi qui t'a donné envie de lancer une formation et du coup lancer cette formation que tu as? Plusieurs facteurs en même temps. Je travaillais pour un client qui s'appelait Elliot Meunier, créateur de contenu, 22 000 abonnés à peu près, qui a plusieurs formations, donc il s'y connaît. Je suis assez proche de lui, ça se passe bien. En parallèle, il y a un gars qui vient me voir, qui s'appelle Moro Productions. Et il me dit, mec, je sors d'une école de cinéma. Globalement, j'ai pas l'impression qu'elle m'a appris grand-chose. Enfin, elle m'a appris des trucs quand même, mais... Pas satisfait à 100%. Pas pour Internet. J'aimerais step up. Je vois tes montages, ils sont trop bien. Montre-moi. Et on commençait déjà à me dire que mes montages depuis un certain temps étaient trop bien. Ouais, c'est trop bien. Sentais qu'il y avait de la demande pour apprendre. Ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, pas forcément pour apprendre, mais qu'on me disait que mes montages étaient bien. Et donc, à partir de là, je me suis dit, vas-y, on revient, je lui montre, et en 3 semaines, ça devient un monstre. Un monstre, j'abuse, il avait quand même encore de la marge, mais il a bien progressé, quoi. Je lui dis, ah ouais, j'en avais des choses à lui apprendre, quoi. Et il y a un truc qui tourne dans ma tête, c'est que moi, j'ai galéré pendant 3-4 ans avant d'être organisé, avant d'avoir mes raccourcis, avant d'avoir des presets. J'ai mis longtemps à avoir des presets, j'ai mis 1 heure. 1 heure. Wow. Wow. C'était une épreuve, hein. C'était une étape de vie. Non, j'ai mis 1 an et demi à avoir des presets, quoi. Et ce qui est terrible, en fait. Tu as dit si je peux permettre à d'autres de... Et en fait, je me suis dit, il faut que je fasse... Enfin, moi, j'ai perdu énormément de temps parce qu'il y a personne qui m'a montré. J'ai cherché des tutos YouTube, certes, mais t'as pas les noms des effets. T'as pas les noms de... Je sais pas, si tu veux faire une arrivée de texte pop-out ou pop-in, moi je lui donne ce nom-là, mais s'il faut, quelqu'un lui donnera un autre nom, etc. Donc va pour un débutant qui ne connaît même pas le nom de base que tout le monde utilise, va trouver l'effet, quoi, tu vois, sur YouTube. Donc c'est galère à trouver des tutos sur YouTube, on va dire, intéressants et qui vont dans le détail, surtout, c'est très important, et qui se répètent pas, parce que les 5 astuces les plus connues où le mec il te montre un J-cut, c'est bon, on l'a vu 12 fois ton J-cut, tu vois. Mais montrer des trucs un peu plus techniques, c'est compliqué. Et moi j'avais appris ça sur le tas et tout, et je me suis dit, j'ai perdu un temps fou. Et là, Moro, en 3 semaines, il a appris ce que j'ai appris en 2 ans et demi, 3 ans. Il y a d'autres gens qui peuvent l'apprendre, ça, et je peux apprendre aux gens. Donc au début, je me dis, pourquoi pas des tutos? En parallèle, pourquoi j'ai parlé d'Elliot Meunier? Lui, il arrive et il me dit, mec, bon, déjà, il m'avait envoyé beaucoup de clients. Il me dit, mec, vraiment, 1 fois par semaine, j'ai un gars qui veut travailler avec toi parce qu'il voit tes montages. J'arrête pas de donner ton contact. Tu peux pas te dupliquer en 12. Viens, on crée des mini-armants. En gros, des mini-armants, comme ça, c'est un peu réducteur, mais c'est le côté, viens, on crée d'autres armants, quoi. Viens, on crée d'autres gens. Une secte. Parce qu'en fait, il y avait un moment, là, ça se calme un peu. Avec l'arrivée de ma formation... Oh, avec l'arrivée de ma formation... Non.
Enfin, c'est ma formation quoi, qui a tout fait. Non, avec l'arrivée de ma formation et le fait qu'il y a beaucoup de monteurs expérimentés qui partagent leurs astuces sur les réseaux, ça se calme un peu tout ça. Mais dans cette période-là où la formation n'est pas encore créée, il y a il y a vraiment un gap entre les monteurs qui sont bons mais pas du tout professionnels et ceux qui sont professionnalisés, organisés et tout. Et c'est ce qu'on qualifie de bons monteurs. Et en fait, les influenceurs n'arrivaient pas à trouver de bons monteurs. Ils arrivaient à trouver des monteurs qui faisaient de beaux effets et tout. Et encore, c'était pas tout le temps ça, mais ils faisaient mal les retours. Le process pour faire les retours, envoyer les fichiers, recevoir le fichier était mal fait. Il est mal organisé. Bon, mal organisé. Un petit truc qui allait pas, quoi. C'était pas professionnel et c'était pas bon monteur. Alors que moi, Elliot, il avait tellement pas de retours à me donner dans ses vidéos que c'est son assistante qui faisait les retours à sa place parce qu'il y avait juste des problèmes de faute d'orthographe. Bon, ça, c'est mon problème. Mais tu vois, c'est pour te dire à quel point tout était clean de A à Z. Et donc, par conséquent, il a dit, viens, faut qu'on crée des bons monteurs, entre guillemets, des Armands. C'est terrible ce que je viens de dire, c'est-à-dire bon monteur Armand. Bref. Viens, on crée de bons monteurs et on fait une formation, toi et moi. Et donc du coup, j'ai fait, bah ça tombe bien, je viens d'avoir un déclic, moi, il n'y a pas plus tard d'une semaine, où j'ai formé un gars qui s'appelle Moreau, et je me suis dit, il faut que j'apprenne ça à des gens. C'était très loin, juste pour ça. Non, mais c'est vraiment deux raisons qui se regroupent, en fait. Donc au début, c'était un peu une co-formation, quoi. Ouais, bah ça l'a toujours été pendant jusqu'à le 26 décembre 2023. Il n'y a pas si longtemps que ça. Pas si longtemps que ça, où je suis passé tout seul, on va dire, en accord commun. Mais au début, oui, il m'a un peu guidé par la main, Elliot, pour me montrer comment on fait une formation et tout. Moi, j'ai tout tourné, tout monté, et lui s'est occupé de tout le reste. Toute la partie créer le site et tout. Et du coup, petite question que j'avais pas anticipée, mais je la trouve intéressante, c'est que est-ce que tu t'es déjà fait la réflexion de te dire, est-ce que si à ce moment-là, Elliot n'était pas là, ou s'il m'avait pas fait cette proposition, est-ce que tu penses que tu l'aurais quand même lancé? Est-ce que du coup, tu l'aurais lancé peut-être plus ou moins au même moment? Et est-ce que tu penses qu'elle aurait aussi bien fonctionné que ce que ça a été le cas grâce à Elliot? Enfin, grâce à Elliot, avec du coup la... Non, elle aurait pas aussi bien fonctionné, ça c'est sûr. Et je pense pas que je l'aurais lancé. Pas du tout ou plus tard? Parce que tu avais l'air d'avoir quand même, avec Moreau, une... Peut-être plus tard, mais je pense que je serais beaucoup plus parti sur le côté coaching, je pense. Ok, donc c'est un peu Elliot qui t'a du coup un peu donné cette impulsion pour aller un peu plus loin dans ça, quoi. Voilà, qui m'a dit, viens on fait une formation, quoi. Et je me suis dit, bah voilà, je voulais apprendre aux gens, formation c'est cool. Et en plus de ça, la formation, alors elle te prend beaucoup de temps, en fait. Mais au début, je ne pensais pas. Je me suis fait avoir. Mais j'étais en mode, bah vas-y, je la crée, ensuite je la balance et tout tourne, quoi. C'est un peu l'image que l'argent arrive, les gens sont contents parce qu'ils ont pour leur argent et moi j'ai mon argent. En fait, non. Parce que faut l'entretenir et c'est normal, quoi. Mais du coup, quand tu associes formation et quand même carrière de monteur vidéo, c'est un peu compliqué. Et du coup, ça prend beaucoup plus de temps que je le pensais. Mais au début, j'étais en mode, oh bah formation, c'est parfait. Comme ça, j'aurais pas à passer 2 semaines avec un gars en appel, puis 2 semaines avec un autre gars, puis 2 semaines avec un autre gars. Ça permet au final de te dédoubler, plus ou moins. Voilà. Et créer plein d'Armands. Créer plein d'Armands. Mais c'est pas avec chacun leur style et chacun leur prénom. Parce que s'ils s'appellent tous Armands, c'est la galère. Ah, c'est un peu chiant. C'est chiant. Ok, bon, c'était une question pas prévue, mais je la trouvais pertinente et intéressante, donc c'est cool. La seconde question que j'avais sur la partie formation, c'est aujourd'hui, il y a de plus en plus de formations. J'ai l'impression que c'est un peu genre le truc, tu vois. C'est peut-être aussi parce que les premières personnes qui ont été dans des domaines créatifs commencent à grandir et ne plus avoir forcément envie de faire que ça, et donc se disent, bah, naturellement, je fais ma formation. Mais il y a un peu quand même ce truc où il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui veulent lancer leur formation. Je pense aussi, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui se disent, c'est 2 mois de travail et après juste je prends la thune, ce qui n'est pas tout à fait ça, comme tu l'as dit. Et des fois, qui disent, la formation arrive bientôt et elle est toujours pas sortie 6 mois après. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai commencé à faire pour certains trucs. Genre, par exemple, j'avais un module spécial se lancer en tant que monteur pro. T'as teasé trop longtemps. Et je pensais que ça allait sortir au moment avec le reste de la formation. Tu vois, enfin, de base, ça devait sortir avec. Et en fait, finalement, c'est sorti 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard. Parce que ce petit module, j'avais pas eu le temps de le tourner, j'avais pas eu le temps de le monter, j'avais pas eu le temps de... Du coup, t'avais annoncé peut-être un peu trop tôt. Je pense pas, parce que ça a pas créé un manque. C'est juste qu'en fait, ceux qui ont acheté la formule la plus haute, le truc en plus... Ils l'ont pas eu tout de suite. Ils l'ont pas eu tout de suite. Okay. Mais ils m'ont fait confiance et ils l'ont eu. Okay, et ils ont eu raison parce que c'est la moitié du nombre des vidéos du reste des modules. Donc en fait, ils ont vraiment eu un gros bloc, quoi. Et du coup, la question c'était, il y a de plus en plus de formations, de gens qui se lancent dans la formation sur le marché, que ce soit en montage vidéo ou même dans plein de domaines, pas forcément que créatifs. Du coup, aujourd'hui, en fait, comment on fait concrètement, en tout cas, comment toi, tu essaies de faire pour te démarquer justement de ça? Comment on fait pour se démarquer de cette concurrence qui ne fait que c'est une bonne question. Toi-même, tu te la poses? En fait, je me la pose pas parce que je sais que la plupart des retours que j'ai, c'est que les gens aiment bien la personnalité que j'ai.
ils aiment bien le naturel, et surtout, moi, j'essaye toujours de garder, tu sais, dans tout ce qui est argument de vente et tout, j'essaie de pas trop arriver dans les arguments... Casquette commerciale. Voilà. De garder ta personnalité un peu. Voilà, j'évite de dire tu gagneras 4000 € par mois, tu voyageras à Bali et à toi le mot liberté. Alors évidemment, malheureusement, au bout d'un moment, t'es obligé pour vendre en tout cas. Et après, derrière, la formation, si elle apporte une vraie plus-value, c'est pas grave. Mais en tout cas, pour te démarquer, le problème, c'est qu'il faut être le plus créatif que les autres dans tout ce qui est pub et tout. Ce qui est dur, parce que ce qui dit être plus créatif, ou en tout cas faire un truc, une pub meilleure, dit que tu investis plus de temps. Sauf que si tu investis plus de temps, moi je pars du principe que j'essaye de garder quand même une activité de monteur, même pas juste pour mon plaisir personnel, mais juste parce que je me vois pas, en tout cas maintenant, à l'heure actuelle, je me vois pas former des gens en montage si je ne fais plus de montage. Tu as l'impression de perdre un peu de crédibilité. Mais c'est pas je perds la crédibilité, c'est même pour moi. Je suis en mode, les gens qui font ça, à la fin, ils travaillent sur Adobe Premiere de 2007, tu vois. Et ils sont en mode, alors comment on fait un cut, tu vois. Et le problème, c'est après, ta formation, elle est dépassée dans le temps. Donc en fait, la façon de me démarquer à moi, c'est rester dans les valeurs de la formation qu'elle était à la base, qui est, je vais te faire gagner du temps dans le sens où toutes les astuces sont au même endroit, t'as pas besoin de regarder 12 vidéos YouTube et où sur les 12, tu tapes 12 fois la même astuce, ou au moins 7 fois la même astuce. En gros, t'es obligé de te taper une dizaine de vidéos YouTube avant de découvrir un truc. Donc ça, c'est la première promesse. La deuxième, de savoir s'organiser. Je trouve que l'organisation, c'est vraiment un truc dans la vidéo qui fait que. Et le naturel, quoi. Juste le fait que ça soit moi. Donc j'espère que. Moi, pour moi, ça, je trouve que c'est ce qui joue de plus en plus. Et moi, si je devais lancer une formation, je pense que je jouerais là-dessus parce que justement, comme tu disais, il y a beaucoup il y a de plus en plus de formations. Il y en a beaucoup qui appuient sur le côté liberté, le côté Bali, le côté machin. Ça fait un peu bling bling. Et moi, en tout cas, mon ressenti, c'est qu'aujourd'hui, j'en ai beaucoup. Je pense qu'ils tombent là-dessus, ils se disent, ouais, c'est 100% arnaque. Alors peut-être pas. Mais du coup, je pense qu'un truc un peu plus naturel. Enfin, moi, en tout cas, je sais que ça me toucherait plus quelqu'un. Enfin, si je devais chercher une formation, je pense que j'irais plus vers quelqu'un qui vend pas les mérites d'aller faire 4000 ou 5000 € par mois, mais plutôt dire je vais t'apprendre ci, comme ça tu vas gagner du temps. Et vraiment ressentir ce côté, ouais, le gars il a vraiment investi son cœur là-dedans, quoi. C'est pas juste une usine d'Afrique. C'est ça. Mais le souci, c'est que tu peux pas tout le temps rester avec les mêmes arguments, tu es obligé de te renouveler. Et en fait, à la fin, tu vois très bien que les meilleurs arguments qui marchent et qui attirent le plus de gens, c'est gagne de l'argent, quoi. Et c'est pour ça qu'il y en a qui l'utilisent. Du coup, j'essaye de pas trop l'utiliser. Ouais, j'essaye de pas trop l'utiliser, mais c'est difficile de se démarquer, ouais, en vrai. En plus, le pire, c'est que en fait, l'information reste la même. Par contre, un truc que disait un ami monteur à moi qui s'appelle Théo, que j'ai formé, qui a pris ma formation et qui a pris un mentorat avec moi, me disait que il était venu pour mon style, il était venu pour, alors du coup ma personnalité aussi, il le disait, mais aussi pour mon style. Et je pense que c'est un truc qui va te démarquer. Je pense que si on est 4 monteurs vidéo, on va dire, autant expérimentés que moi, avec les mêmes compétences, je pense que les gens vont venir pour le style de chacun. Je préfère le style des vidéos que lui il fait, je préfère le style que lui il fait, le style que lui il fait. Je sais que moi j'ai un style très marqué, tu le disais, on le remarque, le côté un peu j'aime les trailers dans les montages. Peut-être que les gens ils vont venir pour ça parce qu'ils vont le remarquer dans mon style, quoi. T'as désormais un alternant. C'est un peu en rapport avec la formation parce qu'il est là pour t'aider. Et du coup, justement, aujourd'hui, c'est quoi un peu la place qu'il occupe? Si tu devais un peu nous... Il n'est pas là non plus depuis des mois et des mois, mais du coup, c'est quoi un peu la place qu'il occupe? En tout cas, peut-être la place que tu aimerais qu'il occupe petit à petit dans l'organisation de la formation. Alors pour l'instant, c'est encore en mise en place, un peu... C'est pas encore sa place, la place que je voulais qu'il ait est pas encore totalement là. Ça se rôde encore. J'aimerais que ça soit vraiment mon assistant de A à Z sur toute la partie créative. Donc, alors évidemment, les idées de vidéos YouTube, par exemple, ça reste mes idées, et mes scripts, et mon tournage, et mon montage, mais qu'il m'aide sur le tournage, qu'il m'aide à parler au Media Maker, et c'est lui qui fait les descriptions. Il a un template de description, il sait faire les petites modifs qu'il y a à faire. Donc il m'aide sur cette partie-là, il m'aide sur toute la partie technique de la formation, donc tout le côté SAV, il m'aide à faire les pages de vente, il m'aide à faire quelques annonces en story, il m'aide à faire quelques tweets d'annonces. Et évidemment, les tweets spontanés ou les stories spontanées, c'est moi qui les fais. Mais lui, il m'aide là-dessus. Et j'aimerais, au fil du temps, qu'il mette de plus en plus la patte dans la création et qu'il mette aussi son style un peu dans mes scripts, mes vidéos. Il monte. Alors, il n'y a pas que lui. Des fois, j'engage aussi des monteurs, mais il monte les vidéos de ma formation. Donc, moi, je tourne le cours, je lui envoie, il monte, il upload, il fait la description dans le cours de la formation et il fait l'annonce aussi. Tu vois. Donc, en gros, quand je crée un cours, moi, j'agis maintenant quasiment que plus sur l'idée et le tournage.
Et lui, il fait tout le reste, jusqu'au moment où la formation arrive, enfin le cours arrive dans les mains du... Ça peut-être que les gens ne savent pas forcément, mais ma formation, elle est évolutive. Donc dès que j'apprends un truc et que j'ai le temps de tourner, je tourne, je l'envoie en montage et ça arrive. Et du coup, la formation, elle grossit. Tu l'as mis à jour assez souvent, quoi. Elle grossit de, je dirais, mois en mois. Tous les mois, il y a au moins un nouveau cours, quoi. Ce qui peut-être pas beaucoup, mais c'est déjà ça, quoi. Ouais, mais d'un autre côté, il me semble que le prix n'évolue pas. Pas tant que ça. Ça évolue au fil du temps, mais on essaye de pas non plus augmenter tous les mois de 100 €, tu vois. Quand il y a une augmentation, c'est que on prend une rétrospective de 6 mois en arrière. Est-ce qu'elle vaut toujours le même prix? Non, quand même, là, elle a reçu, imaginons, je sais pas, il y a eu une trentaine de cours en plus. Bon, bah, on va augmenter de 50 €. Ouais. Dernière petite question en rapport avec la formation. Après, on passera à la dernière partie. J'ai pas dit aussi. L'alternant, il est là aussi pour m'aider pour les calls, pour les négociations commerciales aussi. Quand on me demande des partenariats, quand on me demande des collaborations. Mais c'est surtout ça, lui, qui fait. C'est un bras droit, en fait. Ouais, ça sera l'objectif aussi plus tard, que c'est lui qui va démarcher des écoles pour que je puisse intervenir plus en physique. Et on réfléchit ensemble aussi aux offres, tu vois, de mentoring, de coaching et tout. Donc, ouais, il fait aussi pas mal de trucs comme ça où... Je sais pas comment expliquer, mais il m'aide sur toute la partie qui n'est pas créatif, en fait. Pour ça, un peu à de la gestion de prod. Ouais, un peu. Un peu dans le style, tu vois. Il m'aide et c'est un soutien aussi. En fait, c'est bien d'avoir un deuxième gars qui te dit puis pour avoir c'est une bonne idée, un autre retour. Exactement. Un autre avis. Et donc, du coup, ouais, la dernière question que je voulais poser un peu par la partie formation, c'est une question toute conne, mais tu vas peut-être avoir du mal à répondre. C'est tout simplement, c'est quoi la suite de Editing Plus? Ou globalement, c'est quoi la suite du secteur formation pour toi? Alors ça tombe bien, j'ai mon business plan juste ici. Non, je rigole. Business plan. Bah ça, par exemple, K24. le business plan, c'est lui qui l'a fait. J'ai un business plan avec un beau diapo et tout. J'ai une mind map, on l'a fait ensemble à moitié. Et lui, il a fait un beau diapo et tout. Comme ça, je peux présenter ça à des écoles et dire voilà, c'est ça le business plan. Donc, quelle est la suite d'Editing Plus? Qu'est-ce que j'ai le droit de révéler ou pas? C'est toi qui vois. Globalement, elle va s'améliorer. Il y aura des masterclass qui vont être disponibles pour les gens. Alors pour les gens en dehors d'Editing Plus, de soit version payante, soit version gratuite en fonction de la masterclass, en fonction de l'objectif de la masterclass et en fonction de la valeur qu'apporte la masterclass. Et par contre, elles sont gratuites dans une offre de Editing Plus. Donc on va en fait faire grossir la formation comme ça, rajouter des cours, rajouter des modules. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a tout un module tourné qui est en cours de montage, mais vraiment un module de 15-20 cours, tu vois. Et il y en a un deuxième qui est complètement prêt et qu'il faut que je tourne, tu vois. Tu peux déjà dire c'est quel genre de module ou... Alors le premier, c'est le module voyage, sur voyager en tant que monteur vidéo. Pareil, ça c'est un module qui va évoluer avec le temps, tu vois. Ouais, c'est ça. Dedans, par exemple, alors il y a énormément d'astuces, et si j'en ai des nouvelles, bah, j'en donne. Mais par exemple, il y a une partie mon expérience sur... Et en fait, dès que je vais voyager quelque part, je vais donner mon expérience de nomade, tu vois. Donc en fait, rien que le module en lui-même pourrait être une formation parce qu'elle va grossir avec le temps. Donc déjà, il y a ça. Et l'autre, je peux te le dire, mais c'est un module basé sur des plugins qui peuvent t'aider dans le montage. Je n'en dis pas plus, mais globalement, c'est un module qui va parler de quelques plugins intéressants où on va se plonger dedans. Donc voilà, donc ça c'est en gros faire grossir la formation. Et ensuite, évidemment, j'aimerais sortir une formation sur un autre sujet, mais j'en dis pas plus. Mais il y aura quelque chose plus, encore une fois, qui sortira. Un nouveau quelque chose plus qui va venir. Voilà. Dans tous les cas, s'il y en a que ça intéresse, vous aurez ses réseaux dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas à le suivre. Il vous en parlera au moment venu. Ouais. Donc voilà, ceux que ça peut intéresser, mais en tout cas, ok, intéressant. Si jamais il y en a qui nous regardent et qui ont la formation, bah, vous avez quelques petits tips sur des choses qui sortiront ou qui sont déjà sorties à l'heure où sort le podcast. Mais ok, intéressant. On va passer à la dernière partie. C'est un peu une partie un peu en vrac sur pas mal de petites choses qui concernent ni trop le montage, ni trop la formation. La partie autre. La partie autre, voilà, c'est ça. La première question, c'est que il y a pas longtemps, ça fait quand même maintenant un petit temps, mais tu as ouvert une société, donc tu étais freelance. Maintenant, tu es toujours freelance, mais tu as à côté en plus une société qui est donc pour la formation. Et à côté, tu as tes activités de freelance en montage vidéo. Quelles ont été peut-être un petit peu les difficultés que tu as rencontrées et peut-être si tu as des conseils que tu voudrais donner à des gens qui sont peut-être dans une situation similaire, donc freelance ou pas, et qui veulent ouvrir une société, en tout cas qu'ils y pensent. Envoyez un message à Louis. Je sais pas le nombre de messages que je t'ai envoyé vis-à-vis de ça. Ouais. Je pense que vraiment, pendant une période, je ne t'envoyais des messages que par ça. Que pour ça. Ouais, c'est vrai. Pendant une période, j'étais d'ailleurs un moment que j'ai pas eu de message. Bah parce que tout se passe bien maintenant. C'est trop bien du coup. Attendez, les gens ils vont croire que je t'envoie plus de messages. Non, c'est faux. Non, plus de messages en rapport avec ça. Je t'en envoie moins. Par contre, ça c'est vrai. La dose est beaucoup moins. C'est vrai qu'il y a une période où... Mais moi j'aime bien transmettre... Bah en fait, c'est dur d'ouvrir une société. On croirait pas comme ça. Ça me fume ma phrase. C'est dur, hein. On ne croirait pas, hein. Mais c'est compliqué. Hein. Oh, bougre. Non, oui, c'est dur. C'est pas non plus la fin du monde, mais c'est beaucoup d'administratifs qui, quand tu prends un peu de recul,
on souffle, hein, ça sert à rien. Je comprends pourquoi l'administration, enfin je comprends pourquoi on a besoin de le faire, mais c'est un peu barbant. Et quel conseil je donnerais, c'est en vrai de vrai, premier doc, c'est de venir te voir. Parce que je sais que tu proposes du coaching, je crois, vis-à-vis de ça. Maintenant, après que j'ai bien profité de ces services gratuitement. Non, mais vrai, comme d'autres, mais c'est pour ça aussi que maintenant j'ai été un peu ton moro. Hein. C'est un peu ça en vrai. Ouais. Parce que je crois qu'avant j'avais pas trop lancé le truc de coaching et j'ai ça, d'autres personnes qui m'ont posé des questions, mais je me suis dit il faut que je rentabilise peut-être un petit peu mon temps. C'est ça. Donc s'approcher de gens qui l'ont déjà fait, déjà pour aider. Ensuite, se poser la bonne question de est-ce que c'est vraiment nécessaire. Tu sais, même moi avec du recul, je me dis j'aurais pu garder finalement mon auto-entreprise. J'aurais juste pas dépassé les paliers de la TVA, c'est tout, tu vois. T'aurais pu peut-être attendre un peu, quoi. Ouais, j'aurais pas dépassé le seuil de l'auto-entreprise, mais j'aurais dépassé les seuils de la TVA, ça c'est sûr. Donc j'aurais pu en fait rester en freelance. Après, je voulais tester aussi, et finalement ça me permet d'avoir un alternant. On vient là d'échanger à peu près 10-15 minutes sur comment fixer ses prix, la fixation des prix dans notre domaine d'activité, plus largement dans les domaines créatifs. Ça a duré pas mal de temps, donc je sais pas si ça sera dans le podcast ou pas, mais du coup, si ça ne l'est pas, ça sortira dans une vidéo très peu de temps après le podcast, je pense. Parce que c'est un sujet ultra intéressant et donc ça mérite peut-être une vidéo dédiée à ça, sur laquelle peut-être d'autres personnes pourraient tomber. Voilà. Écoutez, moi j'ai donné de ma personne. Il a donné de sa personne. Il a le rush dans tous les cas, il en fait ce qu'il veut. Enfin, il en fait ce qu'il veut, fais gaffe. Comme vous le voyez, cette partie n'a pas été conservée au montage, tout simplement parce que je n'avais pas envie que le podcast dure trop longtemps, mais ça fera l'objet d'une vidéo qui sortira le 26 avril, donc on se donne rendez-vous à cette date, et si cette date est déjà passée au moment où tu regardes le podcast, tu peux retrouver cette vidéo dès à présent sur ma chaîne. Allez, on reprend pour la fin du podcast. Du coup, on va quand même aller sur la finalisation de ce podcast, il reste 3 questions. Pareil, ça, je pense que tu peux aussi vite partir, mais on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te vois plus comme un monteur vidéo ou comme un entrepreneur? Attends, elle est dure ta question. Elle est dure. Je me vois pas monteur vidéo. Je me vois plus que ça. Parce que je touche beaucoup à la caméra et tellement que c'est pas possible de me voir monteur vidéo. Elle est biaisée ta question parce que je sors d'une période où j'ai pas bombardé le montage. Mais en vrai, je te dis ça, mais ça fait en vrai depuis juin 2023 que je bombarde plus des gros mois de montage comme peuvent faire mes collègues monteurs expérimentés. Et ça fait beaucoup quand tu penses avec du recul, juin 2023. Mais j'enchaîne tournage. J'enchaîne du coup mes trucs sur la formation, etc. Donc, du coup, on va dire entrepreneur, mais... Ou alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu as peut-être plus une vision d'un entrepreneur que de ce que tu avais, par exemple, il y a 3 ans, où tu avais peut-être plus une vision vraiment, je suis monteur vidéo. Ouais, je me sens pas monteur vidéo 2, je me sens plus monteur vidéo qui travaille pour, je me sens entrepreneur qui fait des prestations de services de montage à côté. Mais je me vois pas vraiment, en fait, je me vois pas entrepreneur du genre je vais lancer un business, je vais lancer un projet, pour globaliser, je vais lancer une app. Tu vois. Non, je me vois comme je gère une société de formation de montage, je gère ma prestation de service de montage vidéo pour me nourrir et faire quelques projets intéressants. Et entre les deux, je fais des tournages, que ce soit pour moi ou pour les autres, ou pour mes clients, etc. Et donc du coup, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression d'être créateur de contenu, en fait. Parce que je crée du contenu pour la formation, certes payant, du contenu payant, mais c'est du contenu. Ça reste du contenu. Je crée du contenu pour mes clients, et je crée du contenu pour moi. Ça me va comme réponse. Dites-nous dans les commentaires si vous trouvez la réponse satisfaisante, ou si on retourne sur une échelle de 1 à 10, sans mettre le 10 et sans mettre le 5. Avant-dernière question. J'avais dit que j'en parlais un petit peu, je crois que tu en avais parlé dans un podcast que tu avais fait, je sais plus avec qui, mais je l'avais écouté il y a pas si longtemps. Merci, tu l'as écouté, mais tu sais plus qui. Non, je connais pas les personnes, donc j'ai pas retenu, mais c'était intéressant. Et je crois que vous en avez un peu parlé, donc pareil, l'idée c'est pas non plus forcément... Je dirais pas non pour la concurrence. Tu peux le dire. Hein. Vision. Comment toi tu vois l'arrivée des IA globalement? Pas forcément que dans notre secteur d'activité, mais comment tu vois leur arrivée aujourd'hui et sur la suite? Prépare ton bip. Les IA me cassent les couilles. Moi, je suis pas monétisé. Hein. Je sais pas si... En vrai, je pense que je le bip pas. Et je le redis quand même, les IA me cassent les couilles. En fait, ce sujet me casse les burnes parce que, actuellement, pour le montage, les gens ils me disent ouais, vous l'utilisez dans vos montages. Non, je demande à mes potes monteurs expérimentés, la moitié n'utilise quasiment pas d'IA. Est-ce que tu utilises des IA? Oui. Tu utilises quoi? Mid-journée. Bon voilà, c'est le seul. Au pire, tu utilises un peu ChatGPT. Au pire, si tu as la flemme pour tes Reels, tu utilises des IA qui te font les Reels. Mais la plupart du temps, les Reels, ils sont éclatés. ChatGPT, j'utilise pour les mails et tout. On parlait tout à l'heure, en off, de l'utilisation de mon abonnement ChatGPT 4. Il n'est pas si élevé que ça, finalement. Moi, je me suis désabonné. Hein. Moi, je pensais qu'il allait plus me servir. Je l'utilise pas tant que ça. Je l'utilise quand même, mais pas tant que ça. Après, c'est à mon alternant de l'utiliser, d'accord. Lui de trouver l'utilisation, je l'ai pris pour lui. Mais, le mec se décharge. Mais tout à l'heure, par exemple, voilà, en venant ici,
dans ma voiture. Je voulais donner un avis. En fait, je devais faire un retour d'expérience sur une formation que j'ai achetée. Et du coup, moi, je donne mon avis. Tu sais, ChatGPT, tu peux lui parler. Tu peux lancer une conversation, il t'écoute et ensuite il te répond. Et du coup, moi, je lui dis, résume-moi, tu vas résumer mon avis, tu vois. Il dit, ok, donnez-moi des détails. Et je dis, voici mon avis. Alors, salut Nanani, j'ai pris ta formation Nanani, mais après je me sens comme ça, j'ai plus l'impression de ça. Je parle pendant 5 minutes, ok. Je lâche le bouton pour qu'il puisse analyser. Et, ça m'a mis une erreur. Écoute-moi bien. Il avait la flemme. J'ai eu envie de jeter mon téléphone par la fenêtre. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, les IA, on les utilise mal. Là, je pense que je l'ai juste mal utilisé. Et surtout, j'ai utilisé une fonctionnalité qui n'est pas encore 100% correcte. Tu vois. ChatGPT n'est pas fait de base pour qu'on lui parle au téléphone en transcription vocale. Donc, mon avis sur les IA en général, c'est qu'on en a fait tout un plat, comme le NFT, comme le Bitcoin, etc. Qu'au final, tous ceux qui utilisent les arguments de « ça va être le futur », ça va vraiment nous servir et tout, c'est le cas. Les NFT, c'est vraiment très utile si tu les utilises, mais les petits singes, ça n'a pas été utile. Et là, pour l'instant, on est rempli de petits singes. Je dis pas que ChatGPT, c'est un petit singe, je dis juste qu'on est rempli de plein de petits singes pour l'instant, et on sait pas encore démêler vraiment ce qui va nous être utile. Après, il y a des dingueries quand même. Il y a des dingueries. Genre, ChatGPT, OpenAI va sortir Sora, qui est un générateur de vidéos avec des prompts. C'est un banger, mais il faut voir aussi quand ça sortira, tu vois. Midjourney, non pardon, pas Midjourney. Runway aussi ont sorti des trucs qui sont bangers. Adobe ont annoncé des trucs qui sont bangers. Et maintenant, faut voir, tu vois. Pour l'instant, à l'heure actuelle, vraiment maintenant, c'est un peu tôt pour avoir une vraie idée définie. C'est un peu tôt pour avoir une vraie idée. Et après, voilà, t'as le fameux truc, il faut savoir les utiliser plutôt qu'en avoir peur. Voilà, ça c'est l'argument que tout le monde utilise. Écoutez, mon avis là-dessus, c'est que je suis d'accord. Comment ne pas être d'accord sur le truc de faut pas en avoir peur, faut juste réussir à les utiliser correctement? Parce que c'est vrai. C'est un outil. Et donc, comme tout outil, il faut apprendre à l'utiliser. C'est ça. Et apprendre à s'en servir dans ce qu'on fait au quotidien. Mais pas se lancer dans des formations qui coûtent 400 € pour apprendre à faire 2 pompes de GPT. C'est juste, moi, je trouve que quand il y a une nouvelle technologie IA qui sort, tu l'installes, tu l'essayes, tu vois si ça te sert. Basta. Et si tu l'utilises pas, tu l'utilises pas. Point, voilà. C'était l'avant-dernière question. Et on va finir par une question très légère, pareil, que je pose à chaque fois. C'est où est-ce que tu te vois dans 5 ans? C'est très bateau. Ça peut pas forcément être dans 5 ans, c'est compliqué. L'idée, c'est plus de savoir un peu comment tu te projettes dans 5 ans, mais dans les années à venir, en fait. Soit au niveau pro, perso, globalement, tu te... On me l'a posé aussi récemment dans le podcast Vision, je crois aussi, ouais. Et je sais plus ce que j'ai répondu. Ça tombe bien, t'auras peut-être une réponse différente. Ouais, du coup, ouais. Ça aura changé en quelques semaines, mois. Ça peut, parce qu'en fait, ça dépend de mon mood aussi du moment, tu vois. Et allez voir le podcast Vision et faites la comparaison. C'est vers la fin, si vous voulez voir. Si vous avez la flemme. Je suis désolé pour ceux qui ont fait Vision, mais sûrement ceux qui vont voir ont la flemme de tout écouter. Je ne sais pas où je me vois, parce que je ne sais même pas ce que je vais manger demain. Je crois que j'avais répondu ça, et c'est vrai un peu. Genre demain, je pars sur un tournage à Paris. Il y a 2 semaines, 3 semaines, c'était pas prévu, quoi. Je suis en déménagement. Alors peut-être que ça va pas se faire finalement, peut-être que ça s'est fait, je ne sais pas vers quoi ça va se lancer. Mais actuellement, dans ma tête, je suis en projet déménagement. Pareil, tu mettras en commentaire si d'ici la sortie... Mais je ne sais pas... Enfin, tu m'aurais dit ça il y a 2-3 semaines, je savais pas que j'allais être en projet déménagement, tu vois. Et je dis pas que tout se fait à la dernière minute avec moi, tu vois, mais je dis juste que il y a trop d'événements qui peuvent changer, quoi. Trop d'aléas. Trop d'aléas. Pour que cette question soit, sans juger ta question, sans que... Enfin, il y a trop d'aléas pour que cette question soit... pour que ma réponse soit pertinente. Non, je comprends. Mais du coup, je répondrais plus comme si tu m'avais posé la question de comment aimerais-tu être dans 5 ans? Parce que du coup, une volonté, après la volonté peut changer, tu vois. Et d'ailleurs, la volonté ne sait pas forcément ce qui va se réaliser. Donc maintenant, si je prends les éléments de ma vie actuelle et que j'aimerais où j'aimerais être dans 5 ans, j'aimerais beaucoup plus faire de tournage. J'aimerais continuer à faire les documentaires que je tourne et que je monte un peu en mode solo ou peut-être avec une petite équipe, mais tout le temps garder ce côté raconter une histoire à travers un documentaire sur un créateur. J'aimerais pas forcément me lancer dans le cinéma, j'aimerais pas forcément me lancer dans des vraiment grosses réals, mais juste voilà, faire des grosses vidéos. Et vraiment, j'aimerais beaucoup, c'est vraiment un souhait, que mes vidéos perso en création de contenu, celles où je mets du travail, où je scripte et tout, etc., celles où marchent. Voilà. Prennent un peu plus, quoi. Prennent un peu plus, j'aimerais bien, parce que c'est des vidéos qui me tiennent à cœur. Je parle de messages, et de plus en plus, voilà, je te donne une exclue. Je parlais beaucoup de montage, entrepreneuriat sur ma chaîne YouTube, surtout de montage et tout. Et j'aimerais vraiment me détacher de ça pour vraiment aller plus dans un côté... Je parle pas de philo, mais de sujets un peu philosophiques, du genre pourquoi je ne m'ennuie plus, qu'est-ce que la confiance. Et j'aimerais faire beaucoup plus de sujets comme ça, qui en réalité, quand tu regardes la vidéo en tant que monteur vidéo,
tu te reconnais un peu parce que je parle de montage, je parle de tournage, mais en réalité, c'est 2% de la vidéo, quoi. Ouais. Alors qu'à l'époque, c'était différent. Je prenais vraiment un sujet et je le mettais sur... Par exemple, la procrastination, je le mettais vraiment axé sur les monteurs vidéo. Et moi, j'aimerais, ouais, dans 5 ans, faire des vidéos sur des sujets plus globaux. Voilà. Et être, si possible, avoir une petite communauté. Je le dis souvent. Et en fait, le problème, c'est de le dire... bon, maintenant, il faut que ça se réalise, quoi. Il faut que je mette les efforts pour. Mais j'aimerais avoir une toute petite communauté, pas grosse. Genre 50 000 abonnés, c'est mon objectif. Et j'aime bien le dire en vidéo. À chaque fois. C'est pourquoi? Parce que si ça arrive, je pourrais prendre tous les passages où je l'ai dit, je pourrais dire les gars, je l'ai fait. Et si ça arrive pas, bah c'est pas grave. Non, c'est pas grave, personne va vraiment prendre les passages et dire enculé. Tu l'avais dit là. T'avais dit déjà là, j'attends. On est en 2034, t'as que 5 000 abonnés. Non mais ouais, ça serait l'objectif, un petit 50 000 abonnés, je trouve que c'est pile poil ce qu'il faut pour avoir des gens avec qui partager, discuter et tout. Alors tu peux avoir moins et partager aussi, et avoir déjà quelques intérêts de marque pour avoir des partenariats et pour pouvoir pas en vivre, mais que le temps que tu y passes n'est pas vain, entre guillemets. Parce que tu fais ça pour le kiff, mais là, si je ferais du montage vidéo depuis 6 ans pour le kiff, je serais pas là pour te parler parce que j'aurais pas de quoi payer mon loyer, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Donc c'est ce côté-là. Ok, bah écoute, c'est cool, mais j'aime bien cette question parce que justement, elle paume pas mal les gens et généralement personne répond vraiment à la question, mais c'est bien aussi de voir un peu comment justement tu... Non, là j'ai un peu répondu, monsieur. Non mais oui, mais c'est toujours un peu compliqué quoi. Écoute, je vais te répondre là droit dans les yeux, comme ça, là bam, sur cette caméra. Ici. Dans 5 ans, Editing Plus sera la meilleure formation de montage. Même si elle l'est déjà à mes yeux. Je serai créateur de contenu à 5K, 50K plutôt, abonnés. Je ferai des vidéos de chill et tout, ça se passera bien, ce sera cool. Et je continuerai à faire des docus. Et la Terre Design sera la meilleure boîte de prod, la plus grosse, la plus connue. Ah, j'espère. On refait un point dans 5 ans, mais en attendant, on va se retrouve dans 5 ans dans ce Airbnb. Oui. On a senti la nous-envie en mode non, bon, on trouvera un lieu mieux. Non, vraiment, si vous voyez le podcast, vous vous dites ok, le Airbnb est stylé, c'est vrai. Mais il y a pas mal quand même de petites choses qui moi me déplaisent. Tu veux nous faire une review du Airbnb là? Moi je veux. Moi, je veux que tu mettes ta passe. Mais fais-nous une petite review là. De ce qui va, ce qui va pas. Allez. Le Airbnb est très bien. Je vous mettrai l'annonce si vous voulez par curiosité, parce qu'en vrai, l'Airbnb est cool, et puis même les gens qui me le mettent à dispo sont très cool. Mais il y a des trucs de cons qu'il y a souvent dans les Airbnb, mais c'est souvent au niveau de la. Tu te fais à manger, enfin, je sais pas, genre tu mets des trucs pour faire bien manger, quoi. Je sais pas, il y a une petite cuillère, quoi. J'ai servi un café à Armand, il a même pas pu touiller son café. Il y a des ustensiles, il y en a même pas. T'as des poêles, elles ont même pas de anse, tu te brûles. Non mais vraiment, en fait, c'est des trucs de cons qui coûtent rien. T'as un meuble, il est à moitié éclaté alors qu'il y a juste à resserrer des vis. Enfin, en fait, moi, je sais pas, je trouve que c'est des trucs de débiles mentaux qui prennent 2 secondes ou 3 fois rien en termes de fric à faire et ils sont même pas foutus de le faire. Oh, il a le somme d'avoir payé pour ça se voit. Non, en vrai, ça va. En vrai, il est stylé quand même. C'est des petits détails, mais moi, je trouve que c'est des petits détails qui font la différence, pas pour rien qu'on dit ça. Enfin bref, voilà, je vous mettrai l'annonce si vous voulez. Mais il est stylé quand même, regarde. Il est stylé, il est bien placé. Regarde, il a un petit meuble pour ses journaux. Oui. En vrai, il est très bien placé en plus. Mais franchement, sachez que là, il en fait une très mauvaise pub parce que moi, pour y être là, c'est vraiment cool. Je comprends. On est vraiment en train de parler du Airbnb, j'adore ça. Je comprends pourquoi toi qui veux te faire à manger et tout. C'est un peu relou quand il n'y a pas beaucoup de vaisselle. Ouais. Mais comme moi, la plupart du temps, quand je vais dans un Airbnb, je me fais jamais à manger, je vais dehors et tout, c'est parce que je vais jamais. Enfin, tu sais, j'y vais le temps d'un week-end, donc je mange dehors. En vrai donc, truc, c'est que je suis tout seul dans le Airbnb et j'arrive à me plaindre. Je me fais la réflexion, si vous êtes à 2, par exemple en couple ou quoi, et que vous voulez justement manger quelques fois et tout, là pour le coup, c'est 2 fois plus relou. Par contre, ce Airbnb, pour un date avec ta copine ou avec un date juste, hein, le lit, il a l'air incroyable. C'est un lit king size pour le coup, il est fou. Je dors super bien. La douche est folle. La douche est folle. Non, je suis désolé. Ici, pour un date, c'est... Je vous mettrai pour les petits curieux, c'est à Annecy, ceux qui sont intéressés. Je vous mettrai la Airbnb bien et même je mettrai un avis, je pense, favorable, mais ouais, il y a quand même des petits défauts. Mais je vous mettrai l'adresse. Bref. Grosse digression, encore une vidéo à part, hein, celle-ci, non je rigole. Mais en tout cas j'étais ravi de faire ce podcast avec toi, on en avait fait un il y a un peu plus d'1 an pour les réseaux de mon agence, qui est toujours en ligne s'il y en a que ça intéresse. Ouais, on avait fait une interview. Ouais. On avait fait une interview, franchement ça m'a fait plaisir de pouvoir refaire ce format avec toi, j'aime beaucoup faire ça. Est-ce que tu as peut-être un dernier message, bref, un truc à rajouter avant qu'on clappe Mettez des petites cuillères dans les Airbnb. C'était Armand, à bientôt sur internet. Merci d'avoir suivi le podcast et puis à très vite.